Bien, mes chers collègues, bonjour. Il y a un des collègues ici qui n'est pas là, qui hier me disait que ça ressemblait un peu au jour sans fin, c'est-à-dire entre le lundi et le mercredi. Ça ressemblait avec Pierre Moscovici et après Bruno Le Maire, qu'on va retrouver. Je trouvais que c'était assez exact. Et donc, on va dire ça comme ça. Mais le jour, on ressemble pas mal bien. Donc c'est du coup la deuxième occasion que nous avons de recevoir devant notre commission cette semaine, en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques, Monsieur Pierre Moscovici, afin qu'il nous présente l'avis qu'a rendu le Haut Conseil sur les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui vient d'être présenté il y a quelques heures à Bercy devant la presse, comme vous le savez. L'avis du Haut Conseil porte sur les prévisions macroéconomiques qui fondent le PLF et le PLFSS, ainsi que sur la cohérence entre l'article liminaire du PLF et du PLFSS et les orientations pluriannuelles de solde structurel fixées par la loi de programmation. Par ailleurs, le Haut Conseil doit également donner son avis sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du PLF et du PLFSS. Je préside cette réunion, mais Véronique Louwagie me succédera tout à l'heure. Je l'en remercie. Monsieur le Président du Haut Conseil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les députés, je me réjouis de revenir aujourd'hui devant votre commission en tant que président du Conseil des finances publiques pour vous présenter cette fois les principales conclusions de notre avis relatif au projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024. Je pense quand même que dans les semaines et mois qui viennent, vous aurez beaucoup plus l'occasion de voir Bruno Le Maire et Thomas Cazenave que moi, sauf si un projet de loi de finances rectificative est déposé tous les jours. Mais ce ne sera pas le cas. Donc je suis là pour, non pas seul de tout compte, mais pour un petit moment. Ce sera la dernière fois. Le projet de loi de programmation de finances publiques, sur lequel nous avons eu l'occasion d'échanger, en effet, détermine la trajectoire de nos finances publiques d'ici 2027. Et cet avis du Haut Conseil, que je vous présente aujourd'hui, examine la première brique. Il va de soi, c'est logique, que la crédibilité de l'ensemble dépend de la pose de cette première pierre. Conformément à la loi organique du 28 décembre 2021, le Haut Conseil a été non seulement saisi des prévisions macroéconomiques, mais il a également porté une appréciation sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Je veux signaler, une fois n'est pas coutume, que pour accomplir sa mission, le Haut Conseil a bénéficié, en réponse à sa demande dans ce sens, d'un enrichissement des informations sur les finances publiques qui ont été transmises par l'administration, et même de délais presque convenables, puisque nous avons eu une semaine. Donc les choses s'améliorent de ce point de vue-là, et vous ne trouvez pas notre traditionnelle remarque d'humeur médiocre sur ces sujets. Je me félicite en tout cas de la qualité de ces échanges, car nous pouvons ainsi mieux jouer notre rôle au sein du Parlement et des citoyens. J'en viens aux deux principaux messages assez simples de notre avis. Premièrement, le scénario macroéconomique du gouvernement pour 2024 repose sur une hypothèse de croissance de 1,4% que le Conseil estime élevée. Et deuxièmement, la prévision d'un solde public de 4,4 points de PIB paraît quant à elle optimiste, les deux choses étant naturellement liées. J'entre maintenant dans le détail de ces deux messages. Rapide retour peut-être pour commencer sur la situation économique internationale. La croissance de l'économie mondiale, après avoir faibli en 2023, resterait globalement inchangée en 2024. Elle serait pénalisée par une inflation certes en baisse, mais toujours élevée, par des politiques monétaires durablement restrictives au sein des pays développés. L'environnement économique mondial devrait rester peu porteur pour la croissance française et nos finances publiques. Aux États-Unis, en dépit du relèvement des taux par la Fed au rythme le plus rapide observé depuis 40 ans, la croissance a mieux résisté, c'est vrai, qu'anticipé en 2023. La hausse de l'emploi et le repli de l'inflation ont soutenu la croissance du revenu réel des ménages et donc leur consommation, tirée en outre par une forte baisse du taux d'épargne. L'ampleur du soutien budgétaire en faveur des infrastructures et de la réindustrialisation a également stimulé l'investissement. La dégradation en cours de la situation financière des ménages, qui ont largement puisé dans leur épargne, accumulée pendant la crise sanitaire pour nourrir leur consommation, ainsi que le resserrement monétaire, devrait cependant peser sur la croissance américaine en 2024. Les prévisions disent que la croissance américaine devrait ralentir significativement, même si ce pays devrait éviter la récession. Quant au rebond de la croissance chinoise, qui a suivi la levée des restrictions liées à la fin de la politique de zéro Covid, il s'est révélé de courte durée. Les inquiétudes sur la situation du secteur immobilier, la situation de l'emploi, pèsent sur les dépenses des ménages et des entreprises qui ont eu tendance à privilégier, eux, contrairement aux Américains, l'augmentation de leur taux d'épargne
et le désendettement. De surcroît, on a ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire des tensions géopolitiques qui se sont traduites par une chute des investissements étrangers et un affaiblissement des exportations, l'évolution récente des prix à la consommation, le surendettement de certains acteurs majeurs de l'immobilier, ainsi que des collectivités locales, devraient continuer de peser sur l'économie chinoise dans les trimestres à venir, d'autant que les autorités semblent peu enclines à stimuler la croissance, et donc c'est un facteur d'incertitude. Parallèlement, les économies de la zone euro, notre environnement proche, traversent une phase de ralentissement. Les indicateurs publiés durant l'été signalent que l'activité se pourrait contracter dans plusieurs pays européens. La hausse des taux de la Banque centrale européenne, de 450 points de base depuis juillet 2022, affecte progressivement les économies de la zone euro. La demande de crédit a chuté en lien avec la hausse des taux d'intérêt, entraînant une diminution des investissements et une dégradation du marché immobilier. Nous n'en sommes pas, comme vous le savez, préservés. En Allemagne en particulier, les perspectives sont nettement assombries pour les prochains mois. Les différents instituts de conjoncture prévoient une contraction du PIB sur l'ensemble de l'année 2023, notamment du fait de l'industrie. Toutefois, le retour de la croissance devrait intervenir en Allemagne en 2024, mais elle resterait modeste et sur une base dégradée, comprise entre 1 et 1,3% selon les prévisions disponibles. L'activité allemande serait tirée par un rebond de la consommation grâce à la conjonction de fortes hausses de salaires et du recul de l'inflation qui redonnerait du pouvoir d'achat aux ménages. Bien sûr, les prévisions que je donne sont marquées par beaucoup d'incertitudes, les tensions géopolitiques, la poursuite du conflit en Ukraine. On ne sait pas ce qui va se passer sur les prix du pétrole. Ils sont passés de $80 à la fin juillet à $90 à la mi-septembre, suite à la décision de l'OPEP de restreindre son offre de pétrole. Par ailleurs, la vitesse et l'ampleur du repli de l'inflation, qui, je le rappelle, conditionne la trajectoire à venir des taux d'intérêt des banques centrales, demeure incertaine, de même que la densité et la gravité des effets de la hausse des taux déjà effectués sur la croissance et l'inflation, qui est assez incertaine. Enfin, les risques sanitaires n'ont pas totalement disparu, même s'ils ont nettement reflué. Dans ce contexte, j'en viens aux observations du Haut Conseil sur les prévisions macroéconomiques du gouvernement. Vous les connaissez en vérité, mais j'avais promis de les détailler il y a 2 jours, j'y viens. Nous considérons que le taux de croissance retenu pour l'économie française en 2024 est élevé. En revanche, nous estimons que la prévision d'inflation, 2,6%, et de masse salariale sont quant à elles plausibles. Je voudrais rappeler que, au-delà des nombreux aléas que je viens de mentionner, l'exercice de la prévision économique appelle plus que jamais à beaucoup de modestie. L'évolution actuelle de certains comportements économiques, comme le taux d'épargne des ménages, il est élevé aujourd'hui. Pourquoi ? La faiblesse durable de la productivité, tout ça c'est très difficile à comprendre pour tout le monde. Les hypothèses sur leur persistance, qui auraient des effets, au contraire sur un retour à la normale, diffèrent fortement selon les prévisionnistes que le Haut Conseil a auditionnés. Or, ça a un impact majeur sur les prévisions économiques qui sont effectuées. S'agissant de la croissance du PIB, elle s'établirait, selon le scénario du gouvernement, à 1% en 2023 et 1,4% en 2024. Pour 2023, vous savez que l'activité économique au 2e trimestre en France, en hausse de 0,5 en rythme trimestriel, a été plus soutenue qu'anticipé, beaucoup plus soutenue qu'anticipé, portant l'acquis de croissance à 0,8 à la fin du premier semestre. Disons que l'économie française, depuis, semble être entrée dans une phase de ralentissement. Le resserrement de la politique monétaire commence à se faire sentir, au-delà du secteur immobilier, qui, comme vous le savez, d'ores et déjà est très fortement affecté. Les informations conjoncturelles disponibles sur le 3e trimestre montrent un fléchissement des anticipations des chefs d'entreprise et une confiance des ménages qui peinent à se redresser. La prévision du gouvernement d'une croissance de 1% en 2023, équivalente par exemple à celle de la Commission européenne, reste cependant plausible, car une croissance trimestrielle légèrement positive sur les 2 derniers trimestres est suffisante pour l'atteindre. En revanche, pour 2024, la prévision du gouvernement s'écarte nettement de celle des autres instituts de prévision. Elle est légèrement supérieure à celle de la Commission européenne, 1,2%, de l'OCDE, 1,2%, du FMI, 1,3%. Notons quand même que ces 2 dernières datent de près de 3 mois. Elle est supérieure à celle du consensus des économistes de septembre, 0,8%. La fourchette est comprise entre 0,3 et 1,3%. Elle est supérieure à celle de tous les prévisionnistes auditionnés par le Haut Conseil, très divers. Rexecode, OFCE, les orientations ne sont pas les mêmes, et surtout de la Banque de France,
qui est quand même une institution qui a, vous en conviendrez, relativement pignon sur rue. Ces estimations sont entre 0,4 et 0,9. 1,4, c'est donc fortement supérieur. Et il nous semble que les hypothèses du gouvernement sont fragiles. Elles supposent que le durcissement des conditions de crédit aura un impact limité sur l'investissement des entreprises en 2024, contrairement aux prévisions des instituts auditionnées par le Conseil, le durcissement du crédit entraînera un recul beaucoup plus faible de l'investissement des ménages en 2024 qu'en 2023. Et donc, oui, nous disons que c'est élevé, même si nous reconnaissons que, compte tenu des nombreuses incertitudes qui affectent toute prévision pour 2024, ce n'est pas inatteignable. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant votre commission il y a 2 jours, le fait qu'elle soit éventuellement atteignable ne signifie pas pourtant, et ça doit être votre critère, que c'est une bonne base pour construire une loi de finances. Les informations disponibles ne conduisent pas, en général, à prévoir 1,4%. Et donc le Haut Conseil le dit. Concernant l'inflation maintenant, la progression de l'indice des prix à la consommation serait de 4,9% en moyenne en 2023 selon le gouvernement, ce qui est plausible. Pour 2024, sous une hypothèse de 86,1 milliards de dollars pour le baril, l'inflation est prévue à 2,6% en moyenne annuelle. Le repli de la hausse des prix alimentaires et manufacturiers se poursuivrait, tandis que le prix des services progresserait à un rythme plus élevé que celui constaté avant la crise sanitaire du fait de hausses de salaires plus dynamiques. Au total, le Haut Conseil estime que cette prévision est elle aussi plausible. Comme pour 2023, il nous semble toutefois qu'elle est affectée d'un risque de dépassement lié notamment à la hausse récente du prix du pétrole. Le Haut Conseil considère également que la prévision de masse salariale pour 2023 et 2024 est plausible. Je récapitule donc notre avis sur les prévisions macro du gouvernement pour 2024. Une prévision de croissance élevée, même si des incertitudes demeurent. Une prévision d'inflation crédible, avec toutefois des risques de dépassement. Des prévisions d'emploi et de masse salariale plausibles. Et j'en viens maintenant aux prévisions sur les finances publiques. Le scénario du gouvernement prévoit un solde public effectif de 4,9 points négatifs en 2023 et 4,4 en 2024. La prévision de solde pour 2023 n'appelle pas de remarques. 4,9 nous semble plausible. Celle pour 2024 nous paraît conjuguer principalement des hypothèses favorables, tant du côté des recettes que des dépenses, et pourrait être surestimée. Détaillons d'abord plus précisément les prévisions d'évolution des recettes. En 2023, les prélèvements obligatoires augmenteraient, selon le gouvernement, de 3,7% pour atteindre 1 241 milliards. L'évolution des recettes de prélèvements obligatoires en 2023 reflèterait une croissance spontanée de 4%, sensiblement inférieure à celle du PIB en valeur, se traduisant par une élasticité des recettes nettement inférieure à l'unité après 2 années d'élasticité particulièrement élevée. L'analyse des principaux impôts ne fait pas ressortir de biais importants. En 2024, la prévision de PO sera à 1292 milliards d'euros, soit 4,1% par 2023. Elle est très proche de celle du PIB en valeur. Les mesures nouvelles viendraient amputer les recettes de prélèvements obligatoires à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Cette prévision paraît haute, notamment du fait d'une hypothèse de croissance de l'activité elle-même optimiste. C'est lié. 0,5 points de croissance en plus ou en moins, ça fait 0,2 points de déficit en plus ou en moins. Et donc 4,4 est calé sur 0,5 de plus que le consensus des prévisionnistes. Ce biais affecte plus particulièrement les prélèvements obligatoires dont les assiettes sont les plus corrélées au PIB, en particulier la TVA, l'impôt sur les sociétés. Au-delà de l'impact de l'hypothèse de croissance, la prévision de PO était aussi tirée par des hypothèses favorables sur le rendement de certains impôts, avec notamment une croissance prévue de la TVA supérieure à celle de sa base taxable et un arrêt prévu de la baisse des droits de mutation à titre onéreux. Pour résumer nos observations sur les recettes, je dirais qu'elles nous paraissent un peu surestimées. Je passe maintenant à l'évolution des dépenses publiques. En 2023, les dépenses publiques hors crédit d'impôt augmenteraient de 3,4% en valeur pour s'élever à 55,9 points de PIB, contre 57,7% en 2022. En volume, elles reflueraient de 1,3%, ce qui résulte de la quasi-extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Cette fois-ci, le quoi qu'il en coûte, enfin, serait fini. De la baisse du coût des mesures liées à l'inflation aux dépenses de relance. Ainsi, une fois ces dépenses exclues, les dépenses publiques augmenteraient de 5,4% en valeur et de 0,5% en volume. En 2024, les dépenses augmenteraient de 3% en valeur et de 0,5% en volume. La progression serait cependant nettement plus sensible
Une fois neutralisées les mesures exceptionnelles de soutien, elle atteindrait 4,8% en valeur et 2,2% en volume. Il convient de noter qu'en 2024, le poids des dépenses publiques dans le PIB serait encore supérieur de 1,5 point à ce qu'il était avant la crise sanitaire, 55,3 contre 53,8 en 2019. J'aimerais souligner ici que sur le nouveau champ dit périmètre des dépenses de l'État, la très forte réduction du coût des mesures de soutien face à la hausse des prix de l'énergie serait presque compensée par la hausse résultant des priorités gouvernementales. Les politiques en faveur de la transition énergétique ou écologique augmentent de 7 milliards d'euros. Les mesures d'attractivité pour l'éducation nationale, plus 3,1 milliards d'euros. Les politiques sectorielles qui font l'objet de crédits supplémentaires inscrits dans une loi de programmation, défense, justice, recherche et intérieur. Enfin, la charge des intérêts de l'État augmenterait en 2024 par rapport à 2023 de près de 10 milliards d'euros en comptabilité nationale. Cette prévision de hausse des dépenses publiques est sujette, selon nous, à plusieurs facteurs de dépassement. D'abord, le coût du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité maintenu en 2024 est fortement dépendant des prix à venir sur les marchés de gros, et son coût paraît faible au vu des prix observés au cours des derniers mois. D'autre part, le gouvernement prévoit un net ralentissement des dépenses de santé sous Ondam, 3,2% après 4,8%, ce qui suppose un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volet d'économie de 3,5 milliards d'euros, qui est costaud. Un tel montant d'économie a déjà été atteint par le passé, mais il paraît sensible, complexe à réaliser dans un contexte de tension, notamment dans le secteur hospitalier et sur l'offre de médicaments. Par conséquent, les dépenses publiques pourraient s'avérer plus élevées que prévu, notamment s'agissant du coût des dispositifs énergétiques et des dépenses de santé. Au total, il ressort de cette analyse par le Conseil des recettes et des dépenses, ce qui est notre rôle, que la prévision de dépenses publiques qui vous sera présentée pour 2024, 4,4, n'est pas inatteignable, là encore, mais elle est optimiste. Enfin, j'en termine par là où je l'ai fait sur la LPFP. Concernant la dette publique, le ratio de dette publique diminuerait de 2 points en 2023 à 109,7 points de PIB, grâce à une croissance du PIB en valeur forte de 6%. Il ne baisserait plus en 2024. La croissance du PIB en valeur serait encore forte, mais retrouverait une valeur plus proche des évolutions des 20 dernières années. Je conclus en disant que 2024 serait une année charnière pour nos finances publiques. Notre déficit public demeure toujours sensiblement supérieur à la limite de 3 points de PIB prévue par les règles du pacte de stabilité. Il se ralentit lentement. Or, comme vous le savez, la Commission a annoncé que la clause dérogatoire générale activée en 2020 ayant conduit à une suspension de facto des règles applicables devrait être désactivée à la fin de l'année 2023. La Commission a indiqué qu'elle ouvrirait le cas échéant des procédures pour déficit excessif dès le printemps 2024. Et par conséquent, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024 sont importantes, sont scrutées, parce que ce sont la première étape qui doit conduire au respect de nos engagements européens. Je redis ici que je souhaite, pour ma part, que ces règles soient réformées d'ici à la fin de l'année. Force est de constater que le gouvernement prévoit une progression sensible des dépenses publiques en 2024, malgré une sortie des crises sanitaires et énergétiques et l'extinction des mesures de soutien qu'elles ont suscitées. Les dépenses continueront à augmenter, davantage que le recommandait l'Union européenne dans le cadre du semestre européen en juin dernier. Dans un contexte où la forte progression de la charge d'intérêt continue à accroître les dépenses, le projet de loi de finances, enfin, contient peu de mesures d'économie structurelle. Pourtant, 2023 a été le premier millésime des revues de dépenses organisées pour cette année, que je salue d'ailleurs, et le projet de loi prévoit une quasi-stabilité du taux de PO. Il en résulte une simple stabilité du ratio de dette prévu, alors même que la France voit sa position d'endettement relatif au sein de la zone euro se dégrader au cours des dernières années. Je ne redis pas ce que je vous ai déjà dit. Depuis 2020, même avant, le Conseil attire l'attention sur le risque de la dette. Ce n'est plus un risque. 31 milliards de charges de la dette annuelle en 2021, 57 cette année, 84 en 2027. Ce sont les chiffres du gouvernement. Un quasi-triplement. Ça devient le poste budgétaire progressivement c'est pas que budgétaire, mais c'est supérieur au poste budgétaire le plus élevé de l'État. C'est pourquoi le Conseil continue, mesdames et messieurs les députés, c'est son rôle, à appeler à la plus grande vigilance quant à la soutenabilité à moyen terme de nos finances publiques. Voilà quelques réflexions rapides, j'espère, que je souhaitais vous présenter. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci, Monsieur le Président. Quelques réactions et questions. Je m'absenterai, mais j'écouterai votre réponse, bien évidemment, par vidéo. Bon, déjà, premier constat, vous le dites de nouveau, vous estimez que la prévision de croissance pour 2024 reste élevée, même si elle a été baissée récemment par le gouvernement de 1,6 à 1,4. Vous citez la Banque de France 0,9, les consensus d'économistes à plus 0,8. Alors vous me direz, et d'ailleurs Bruno Le Maire le fait souvent, on pourrait arguer que les prévisions pour 2023 des mêmes économistes étaient finalement plus pessimistes que le résultat attendu fin 2023. Sauf que je considère que peut-être qu'une des raisons de ce maintien de la croissance en France, si je compare par exemple par rapport à l'Allemagne, a peut-être un rapport, et quand je dis peut-être c'est par amabilité, avec le fait que nous sommes aussi un pays où les dépenses publiques sont importantes et qu'en période de reflux, eh bien, c'est plutôt positif pour justement maintenir une activité économique. Ça l'a déjà été après la crise des subprimes en France. C'est la raison pour laquelle la France n'était pas rentrée en récession à l'époque. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles cette situation est un peu meilleure. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons d'un non-dit que vous précisez. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la loi de programmation des finances publiques, les baisses des dépenses publiques, j'allais dire pérennes, et qui ne reposent pas uniquement sur la fin de dépenses conjoncturelles, style bouclier énergétique, finalement, on nous les annonce pour 2025, bon, à hauteur de 12 milliards, dont vous avez dit vous-même qu'elles n'étaient pas documentées. Et on voit, et vous le dites, qu'en 2024, le gouvernement se garde bien de encore procéder à une telle baisse. Bon, c'est peut-être aussi le fait de comprendre que quand il y a une récession en Allemagne, quand on annonce un reflux de l'économie en Chine, eh bien, c'est peut-être pas le moment justement de baisser les dépenses publiques, mais on ne le reconnaît pas et on essaye finalement de proposer une cote mal taillée. Moi, je crois que une des raisons pour lesquelles, malgré tout, cette croissance reste plus élevée dans les chiffres prévus par le gouvernement que dans ce qui est annoncé, vient peut-être d'une mauvaise vision du pouvoir d'achat des Français. Autrement dit, ce qu'on annonce souvent est en moyenne et ne fait finalement l'impasse sur les profondes inégalités vis-à-vis du pouvoir d'achat dans notre pays. Il y a une augmentation, il se base sur une augmentation de 1,8% de la consommation soutenue par une augmentation de 1,3%, sauf qu'il y a une terrible disparité des ménages. Depuis fin 2021, la consommation en volume de produits agricoles, par exemple, a baissé de 10,2% et celle de produits agroalimentaires de 11,6%. Et évidemment, ça ne touche pas la population de la même manière, ce type d'inflation. De même, l'augmentation du pouvoir d'achat s'explique aussi par une forte hausse de celle des plus riches, notamment les plus riches qui perçoivent des revenus du capital. Les intérêts et dividendes nets reçus par les ménages ont augmenté ainsi de 4,2% au deuxième trimestre 2023. Et le fait de se reposer sur des moyennes, eh bien finalement, fait qu'on ne voit pas le phénomène à l'œuvre. Et le phénomène à l'œuvre, c'est que la consommation populaire, elle est quand même très largement portée par, justement, on va dire, une grande partie de nos concitoyens, notamment ceux qui n'ont pas ces moyens pour vivre. Et ceux-là sont frappés par la crise. C'est ce qui explique, à mon avis, la distorsion, mais vous me direz ce que vous en pensez. De même, la diminution du taux d'épargne de 0,4%, je suis sceptique, alors que les Français ont commencé, notamment les Français les plus populaires, en tout cas qui disposent quand même, malgré tout, une petite épargne, à puiser dans leur épargne pour faire face à la hausse des prix. Enfin, dernière remarque, et vous le dites d'ailleurs, vous dites que les dépenses risquent de s'avérer plus élevées que prévu, notamment s'agissant du coût des dispositifs énergétiques, dépenses de santé. D'ailleurs, on vient de le voir, puisque en même temps qu'on annonce la fin du bouclier énergétique, le chef de l'État annonce lui-même un chèque carburant pour une grande partie des Français. Donc c'est quelque part reconnaître lui-même que l'inflation n'a certainement pas cessé de sévir sur le marché énergétique. Et peut-être faudrait-il enfin comprendre aussi qu'elle est désormais plus due à la question des marges des entreprises qu'à la question de l'organisation
énergétique dans le monde. Voilà, pour toutes ces raisons, je suis assez d'accord avec votre prudence, avec votre avis, et on prend date. Je pense que le déficit sera plus élevé à la fin de 2024 qu'il n'est annoncé aujourd'hui par le gouvernement, parce que la réalité rattrapera ce budget. Voilà un petit peu ce que je ressens à cette heure, mais on en reparlera cet après-midi. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Et Véronique Louwagie, si vous voulez bien prendre la place. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet avis. J'aurais deux questions, mais permettez-moi d'avoir un certain nombre de remarques. Le premier, c'est que nous avons tenu le budget 2023 et dans votre avis, toutes les hypothèses 2023 sont considérées par vous comme plausible. Donc, malgré un environnement économique international particulièrement difficile, nous avons tenu nos objectifs en matière de dépenses, en matière de déficit et en matière de croissance. Deuxième remarque, c'est que le budget que nous proposons est un budget, je crois, de responsabilité sur la réduction des déficits qui s'inscrit dans la trajectoire que nous avons définie dans la loi de programmation, accélération exceptionnelle de la transition écologique et soutien des services publics prioritaires. Troisième remarque, c'est que pour 2024, nous anticipons à la fois une baisse de l'inflation significative, et vous considérez cette projection comme plausible, et à la fois une augmentation de la croissance du PIB. Cette fois-ci, vous considérez que c'est optimiste, et quand même, ça nous fait penser que le plus dur est derrière nous, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, quand on lit en détail votre avis, on constate qu'il est balancé, pour reprendre une expression que nous avons déjà eue lundi dernier, entre les avis plausibles et les avis optimistes sur la trajectoire et le budget que nous présentons. Moi, Monsieur le Président, j'ai deux questions. La première, vous nous dites que la prévision de croissance telle qu'elle est prévue par le gouvernement est trop optimiste, et vous considérez en particulier que nous avons une anticipation trop importante de la progression de la consommation et du pouvoir d'achat des Français. Et pourtant, vous trouvez que l'estimation du gouvernement du taux d'épargne des ménages est élevée, et vous considérez qu'il pourrait être un petit peu plus bas. Donc la question que j'ai, quel type de politique publique pourrions-nous avoir pour faciliter, libérer l'épargne des ménages? Deuxième question, vous considérez que le niveau de dépenses publiques anticipé en 2024 par le gouvernement est sous-estimé, en particulier avec le risque sur la croissance, sur le coût du bouclier électricité, et un autre sur l'Ondam. L'Ondam, précisez quand même que l'Ondam va augmenter plus que l'inflation l'année prochaine, il faut quand même ici le rappeler. Deux questions, est-ce que le moyen d'éviter ou de minimiser le risque sur le coût du bouclier, est-ce que ce n'est pas de reconduire la taxation exceptionnelle sur les profits des énergéticiens en 2024? Est-ce que c'est une piste qui pourrait nous aider? Et est-ce que vous ne considérez pas que les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le gouvernement pour assurer l'atterrissage 2023, je pense en particulier à l'annulation des crédits d'un montant de 5 milliards, est-ce que ces mesures-là ne sont pas des gages de sérieux pour la tenue de notre budget 2024? Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, je vous donne la parole pour répondre à ces premières interventions. Le président Coquerel a livré une certaine lecture de l'explication de la résilience de l'économie française relative en 2023, que je respecte profondément. Je dirais simplement que, première chose, personne, en réalité, n'est en mesure d'expliquer ce qui s'est passé au deuxième trimestre 2023. Personne. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un trend, une tendance assez plate au premier trimestre, qui ensuite ralentit au troisième, quatrième, et il y a un phénomène au deuxième trimestre dont se livrer une interprétation générale et systémique me paraît, pour ma part, audacieux, et je ne m'en sens pas capable, pour être tout à fait franc. Je voudrais quand même, par rapport aux
remarque qu'a fait Éric Coquerel, souligner que les mesures de soutien ont certes contribué à préserver le pouvoir d'achat des ménages, mais que la consommation des ménages, qui a reculé en 2023 de 0,2, n'a pas été le moteur de la croissance, qui a plutôt reposé sur l'investissement et les exportations. Et donc peut-être y a-t-il un phénomène exportation. Alors, certains parlent de bateaux de croisière. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est un isolat à ce moment-là. La France a été en tout cas, et c'est peut-être une conséquence structurelle, moins handicapée que l'Allemagne par son exposition au gaz russe et aux marchés mondiaux. Et donc tout ça ne me paraît pas en lien direct avec la dépense. Il y a toujours de bons motifs pour ne pas toucher à la dépense, mais nous sommes restés quand même en croissance positive. J'ajoute enfin que, assimiler plus ou moins implicitement les choix qui seraient faits cette année à l'austérité n'aurait pas grand sens. Je rappelle que notre pays n'a pas voté un budget en équilibre depuis 50 ans et que, nonobstant les choix qui sont faits, la dépense continuera de croître. C'est le cas dans la plupart des départements ministériels. Et que nous atteindrons encore 55,9% de dépenses publiques dans le PIB. Si ça s'appelle de l'austérité, un petit chiffre quand même. Par tête d'habitant, la dépense publique est de 28% supérieure à ce qu'elle était en 2000. La France ne sort pas vraiment de 20 années d'austérité. Elle n'y est toujours pas entrée. Donc, nous ne le préconisons bien sûr en rien. Je suis un peu embarrassé par vos questions, monsieur le rapporteur général, parce qu'au fond, nous convergeons, je pense, sur les analyses. Et je pense qu'il faut toujours partir du langage du HCFP, jamais lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Autrement dit, le HCFP se base toujours sur les prévisions telles qu'elles sont, telles qu'on lui donne, au fond, celles du gouvernement et celles des autres. Il fait un certain nombre de raisonnements économiques. Il n'est pas là pour faire des préconisations de politique publique. Et il ne porte pas d'ailleurs jugement sur ce que fait le gouvernement. Il donne des bases du débat. Elles sont toujours objectives. Si elles déplaisent, ce n'est pas volontaire, c'est parce que ce sont des analyses, encore une fois, d'un Sénat qui est très pluraliste, où les membres ont des opinions extrêmement diverses sur le spectre politique ou sur l'analyse économique. Donc ça doit être pris comme tel, comme un élément de débat, vous en emparez. Vraiment, je n'ai pas, je pense, c'est pas mon rôle que de dire si telle ou telle mesure est ou pas justifiée. En revanche, je reviens quand même sur un point, c'est-à-dire sur la croissance élevée, et aussi sur le déficit un peu optimiste. D'abord, nous disons que la croissance, la présente croissance est élevée, elle l'est. Encore une fois, on part de l'idée qu'un budget doit être basé sur une prévision à l'instant T, en fonction des données dont on dispose et des analyses des uns et des autres. C'est plus élevé que le consensus, c'est plus élevé que la Banque de France, c'est élevé. C'est plus élevé que tout le monde, en réalité. Ça, c'est un fait. Il arrive que ce soit démenti. Ça a été le cas en 2023. Ce n'est pas pour autant que la prévision, elle, est erronée. Après, on constate que les résultats sont meilleurs que prévu. Je le souhaite à nouveau pour 2024. Après, on discute sur les mécanismes économiques. Et là, ce qui nous fait penser que c'est élevé, c'est pas seulement c'est plus élevé que les autres, c'est que pour la totalité des postes de demande, consommation, investissement, exportation, le gouvernement est plus optimiste que les organismes auditionnés par le Haut Conseil, qu'il suppose notamment que le durcissement des conditions de crédit, ça c'est le point central, a produit l'essentiel de sévère, en particulier sur l'investissement des ménages, ce qui est une hypothèse favorable. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour faire baisser l'épargne, mais ce que nous disons, peut-être pas exactement comme vous voulez, c'est qu'en effet, il nous semble que l'hypothèse de baisse du taux d'épargne prévue par le gouvernement est optimiste, trop favorable, et sans être basée sur des comportements observables aujourd'hui. Donc la question à poser, c'est peut-être justement comment est-ce que vous faites. Je précise enfin, pour être tout à fait précis, quand vous dites c'est balancé, ça l'est. Nous ne disons pas que la prévision de croissance est tout insincère, irréaliste. C'est atteignable. C'est pas hors de portée. Mais pour que ça se produise, il faut vraiment que toutes les hypothèses très favorables se cumulent. Ça peut arriver. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que nous gardons de caricaturer. Nous le disons. Mais il faut quand même pas mal de... que les planètes s'alignent. Sur le déficit, en effet, nous avons estimé que, compte tenu de cela notamment, mais pas uniquement, et en déficit, et en dépenses et en recettes, c'était un peu optimiste. C'est pas non plus inatteignable. Et nous n'avons pas chiffré ce que serait le dépassement d'ailleurs. Ce serait peut-être pas considérable.
Simplement, j'observerai 4,4 déjà, par rapport à nos engagements européens, c'est pas extraordinaire. C'est un ralentissement du déficit qui serait déjà assez faible. Si en plus on le dépassait, on accumulerait encore. D'où la nécessité, en effet, d'être vigilant. Voilà, c'est ça le message du SCFP, ni plus ni moins. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais donner la parole aux différents orateurs des groupes. Pour Renaissance, Mathieu Lefebvre. Ah, pardon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, nous avons lu avec attention l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de finances 2024 et moi j'y lis une façon de tordre le cou à de nombreuses contre-vérités qui circulent sur ce budget. D'abord, on nous dit que le budget n'est pas sérieux. Le Haut Conseil rappelle que les prévisions sont plausibles, vraisemblables, et qu'il y a également de nombreuses incertitudes dues à la situation économique, notamment l'évolution de l'inflation, qui rendent les prévisions difficiles. Donc, merci à travailler rigoureusement. Deuxièmement, on nous dit que le budget est laxiste. Il y a une baisse du déficit dans ce budget, une stabilisation de la dette. La France est donc bien sur la route du rétablissement des finances publiques, un rétablissement prudent pour ne pas casser la croissance comme cela avait été le cas par le passé. On dit ensuite que ce budget incarne l'austérité ou la casse sociale. Or, les dépenses d'administration de sécurité sociale sont en hausse. Les pensions de base revalorisées à plus de 5%, les prestations familiales revalorisées à près de 5%, une hausse de l'Ondam. Dans quel pays, avec une croissance des dépenses sociales, peut-on parler d'austérité ? Quatrièmement, on nous dit que l'économie française s'effondre. Or, le gouvernement prévoit une croissance de 1,4% en 2024, ce qui est mieux que l'Allemagne et les États-Unis, comme c'est écrit dans l'avis. Et c'est bien le fruit de la politique économique et fiscale que nous menons depuis 2017. Pour terminer sur un sujet d'actualité, les collectivités locales, là encore, l'avis montre que, bien sûr, il y a une hausse des dépenses de fonctionnement contraintes en raison de l'inflation et de la revalorisation du point d'indice, mais l'avis dit aussi clairement qu'il y a une progression encore forte de l'investissement des collectivités territoriales. Et donc là, à rebours, une fois de plus, du discours ambiant qu'on peut entendre venant de certaines associations d'élus. Merci. Pour le Rassemblement national, Jocelyn Dessigny. Non, c'est Monsieur Cabrolier. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Moscovici pour ce travail. On doit vous dire qu'effectivement, on partage vos inquiétudes sur les différents indicateurs et ratios que vous présentez. Alors, vous parlez d'optimisme sur le solde public à 4,4% de PIB. Je note que l'inflation à 2,6%, vous la trouvez crédible, même s'il y a un risque de dépassement, notamment par rapport au prix du pétrole dont vous vous inquiétez. Inquiétude également sur la hausse des taux d'intérêt, à juste titre, qui font, vous venez de le rappeler, que la croissance à 1,4% vous semble élevée et en tout cas supérieure aux prévisions des organismes et instituts qui, eux, voient une croissance entre 0,4% et 0,9%. Vous vous alarmez, à juste titre, de l'augmentation des charges d'intérêt, plus 10 millions d'euros en 2024, et vous avez rappelé hier que ça allait faire que le montant des charges d'intérêt allait être pratiquement le premier budget de l'État, enfin pas dès 2024, mais bientôt, devant celui de l'Éducation nationale. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est la Commission européenne a déclenché en 2020 la clause dérogatoire du pacte de stabilité qui permet donc à la France de s'écarter des exigences budgétaires. Et on en a bénéficié en 2021, en 2022 et certainement en 2023. Mais il prend fin en 2023. Donc la question en 2024, avec la fin de cette clause dérogatoire, la France risque de se voir déclencher ce mécanisme de correction. Qu'en pensez-vous ? Et la deuxième question concerne quelque chose dont vous ne parlez absolument pas dans votre rapport, c'est l'impact de la crise immobilière qui forcément va jouer sur le BTP, qui est très important. Donc également, que pensez-vous donc de la crise immobilière en gestation ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cabrolier. Pour la France insoumise, Sébastien Rome. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, en fait, si je traduis ce que vous nous avez dit,
le gouvernement joue un peu au 421 avec le budget 2024. Donc c'est possible, mais c'est peut-être pas probable. Vous évoquez des prévisions de croissance élevées, optimistes, dans un contexte budgétaire d'austérité avec une baisse de 16 milliards d'euros. Est-ce que ce n'est pas de nature à plomber l'économie? Sur la question de l'épargne, est-ce qu'une action sur les salaires et sur des salaires en hausse, est-ce qu'elle ne permettrait pas de débloquer cette épargne? Ensuite, je voudrais faire part d'inquiétudes. D'abord, celle sur la santé, sur l'ONDAM, avec, j'entendais ce matin, la Fédération des directeurs d'hôpitaux qui, malgré la hausse des salaires, de certains salaires dans l'hôpital, voit un manque à gagner de 5 milliards pour l'hôpital à horizon 2027 et donc une dégradation des conditions de travail et du coup de la santé des Français. Est-ce que c'est vraiment responsable? Enfin, deux questions. Comment estimez-vous le risque, et je rejoins ce qui a été dit juste avant, que fait courir à l'économie l'amplification de la crise immobilière? Et enfin, est-ce que les efforts d'investissement dans la transition écologique sont en mesure de soutenir la croissance et engager enfin la France dans le respect de ses engagements? Merci beaucoup. Pour les Républicains, Fabien Di Filippo. Merci, Présidente. C'est toujours un moment très intéressant de cette remise en perspective budgétaire à l'approche de nos débats sur le projet de loi de finances. Nous avons alerté, y compris au cours des dernières années, y compris pendant le quoi qu'il en coûte, sur les conséquences que cela pourrait avoir. On est aujourd'hui dans une évolution économique qui était prévisible, mais qui devient vertigineuse et qui continue de nous inquiéter. Alors, vous avez dressé un état des lieux assez précis, avec quand même un certain nombre de voyants qui passent au rouge, une situation internationale avec des signes de décrochage. Vous avez parlé de la récession en Allemagne. Nous avons de notre côté rencontré les présidents des fédérations bancaires qui nous parle de 25% de chute des encours de crédit, une chute de la consommation alimentaire sur un an et demi quand même en volume de 12%. Un orateur précédent a parlé de la crise du logement et du bâtiment, et bientôt ça ira au-delà sur les autres investissements. Donc on anticipe des destructions d'emplois par centaines de milliers et une charge de la dette qui nous expose à récolter les fruits du quoi qu'il en coûte et qui rendra impossible toute marge de manœuvre. C'est la conséquence logique, tout ça, d'une inflation très élevée, même à 2 chiffres sur les produits du quotidien. Et vous, de votre côté, par rapport à trajectoire de redressement qu'a émis le gouvernement, vous parlez d'un manque de crédibilité de cette trajectoire. Je cite vos propos que j'ai vus dans la presse, et des prévisions optimistes sur la croissance, notamment pas pour 2023, mais 2024 et après. Et moi, je parlerai aussi de l'évolution de l'emploi salarié. On voit qu'elle s'effondre cette année, et dans les prévisions du gouvernement, elle rebondirait comme par magie à partir de l'année prochaine. On est loin des consensus économiques. Alors, mes questions... J'ai bien entendu ce que vous avez dit, je sais que vous n'émettez pas d'avis politique, mais 2 questions seront mathématiques. Le premier, sur quel montant réellement d'économies supplémentaires devrait-on travailler dès 2023 ou 2024 pour contrôler l'évolution des finances publiques et la charge de la dette? Et deuxième question, cette charge de la dette financière qui sera issue de la décennie Macron, si l'on corrige réellement les hypothèses du gouvernement pour les mettre sur le consensus, est-ce qu'elle franchira avant la fin du quinquennat la barre des 100 milliards d'euros annuels, ce qui en ferait le double du budget de la défense, une fois et demie le budget de l'éducation nationale? Je crois que dans la période actuelle, effectivement, il faut de la transparence, une vision de long terme, peut-être un peu de courage aussi. Merci beaucoup. Pour le groupe démocrate, Mohamed Lakila. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Haut Conseil. Je tiens tout d'abord à saluer la lucidité de votre évaluation quant à la robustesse des bases sur lesquelles repose notre projet de budget pour 2024. Les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'inflation et à la croissance mis en avant dans ce texte démontrent une fois encore la capacité de résilience et de rebond de notre économie à la sortie d'une période tumultueuse, assurant ainsi une croissance significative et un contrôle rigoureux de l'inflation en faveur de la protection de nos concitoyens. Cependant, vous avez exprimé des réserves sur la prévision de croissance du gouvernement fixée à 1,4%. Or, cette anticipation se rapproche sensiblement des projections avancées par des institutions internationales reconnues telles que le FMI et l'OCDE. Vous évoquez une possible sous-estimation des conséquences futures du resserrement des conditions de crédit. Pourriez-vous éclairer notre Assemblée sur les facteurs qui, selon vous, pourraient entraîner dans les mois à venir un impact plus prononcé de ce resserrement sur les capacités d'investissement de nos ménages? D'autre part, j'ai observé avec intérêt vos remarques concernant les recettes fiscales.
vous suggérez que la croissance des recettes de l'impôt sur le revenu pourrait être supérieure à nos estimations, compte tenu de la vitalité des prélèvements à la source sur les revenus mobiliers. Serait-il possible de bénéficier de vos éclaircissements sur cette analyse? Enfin, le gouvernement anticipe une modération du taux d'épargne des ménages à moins 0,4%, hypothèse que vous jugez peut-être optimiste. Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences sur notre économie si ce taux d'épargne venait à connaître une diminution plus significative au cours de l'année 2024? Je vous remercie par avance pour vos réponses qui contribueront certainement à enrichir notre débat. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste et apparenté, Christine Pires-Beaune. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président du Haut Conseil pour cette présentation. On a reçu les éléments un petit peu avant cette réunion de la Commission des Finances. Je crois savoir que certains journalistes l'ont eu, eux, encore plus tôt à 3 heures du matin. Voilà, petite remarque. La prévision de croissance à 1,4 est loin au-dessus du consensus à 0,8. Quand il y a une différence de 0,1 à 0,3 points, on peut estimer que c'est assez, entre guillemets, léger. Mais 0,6, c'est énorme. Et je m'étonne alors du qualificatif employé par le Conseil haut élevé, qui me semble bien doux en comparaison de certains qualificatifs employés il y a quelques années. Mais la question est la suivante. Avez-vous simulé les effets sur les autres variables macroéconomiques et sur les finances publiques si on reconstruisait le budget avec 0,8 ? Deuxième question, la non-reconduction en 2024 de la contribution sur la rente inframarginale nous interroge. Le manque à gagner pourrait être de 3 milliards. Avez-vous interrogé le gouvernement sur ce choix? Avez-vous eu connaissance de la contribution exceptionnelle sur les raffineurs? Elle était chiffrée à 200 millions. Il semblerait qu'on soit plutôt à 1, voire 1,2 milliard. Mais les documents ne sont pas très clairs. Dernier point, le rapport confirmerait la prévision de croissance de la masse salariale autour de 3,6 en 2024. Elle pourrait être atteinte, mais avec une croissance du salaire moyen plus haute et de l'emploi plus faible. Or, les politiques budgétaires en matière d'emploi se justifient en partie par la prévision de croissance de l'emploi. Quel regard porte le Haut Conseil sur la diminution des crédits alloués à la mission travail de 600 millions d'euros? Même chose en ce qui concerne la diminution marquée des pactes régionaux d'investissement dans lesquels l'État investissait entre 2017 et 2015 15 milliards d'euros et qui devraient chuter à 3,9 milliards. N'y a-t-il pas un risque, à la suite d'une erreur de prévision, de poursuivre à terme une politique dévastatrice pour l'emploi et par extension pour la masse salariale? Je vous remercie. Oui, merci Madame Pires-Beaune. Juste pour préciser, je pense que vous parliez de l'envoi du PLF et non pas de l'envoi de l'avis du Haut Conseil des finances. Oui, pardon, du PLF, voilà. bien Voilà. sûr. Oui, oui. Excusez-moi. Juste préciser. Pour le groupe Horizon et apparenté, Christophe Passard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Pierre Moscovici, l'avis du Haut Conseil aux finances publiques relatif au projet de loi de finances 2024 présenté en Conseil des ministres relève que les prévisions macroéconomiques du gouvernement sont, quoique un peu optimistes, quant au taux de 1,4% de croissance pour 2024, malgré tout plausible en ce qui concerne notre taux d'endettement. La première question que je vous poserai est relative à l'inflation. En regardant la situation à l'étranger, et plus particulièrement aux États-Unis, quelles sont les perspectives de la France en ce qui concerne la sortie de l'inflation? Pensez-vous que l'avancement des négociations des prix de l'alimentaire avec les industriels et les distributeurs, voulu par Bercy, permettra d'endiguer, d'amortir, d'accompagner le phénomène? Vous appelez aussi notre vigilance quant à notre niveau de dette, qui nous prive de marge de manœuvre suffisante pour faire face à des chocs macroéconomiques d'envergure ou à une crise comme nous avons pu en rencontrer en 2020 avec la Covid. Or, nous sommes ici tous dans l'attente d'une réévaluation de la situation économique de la France par les agences de notation qui arrivera courant octobre, soit en pleine discussion du projet de loi de finances. Puisqu'en matière budgétaire, il vaut mieux préparer le pire pour attendre le meilleur, je souhaiterais vous demander quelles seraient les conséquences, selon vous, d'une dégradation de la note de la France, d'une part pour nos prévisions macroéconomiques et donc d'autre part pour le contenu et les enjeux du PLF qui nous sera présenté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour les écologistes, Christine Arrigui.
Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le Haut Conseil se montre très prudent sur les projections gouvernementales. La prévision de croissance du gouvernement pour l'année 2024 vous semble élevée par rapport au consensus des économistes et d'autres organismes, et vous soulignez également un optimisme marqué du gouvernement sur tous les postes de demande, y compris de consommation et d'investissement. S'agissant de la dette publique, vous rappelez l'importance de sa soutenabilité à moyen terme pour faire face à d'éventuels chocs économiques ou financiers, ainsi qu'aux, je cite, « besoins élevés d'investissement public, en particulier pour la transition écologique ». Alors notre position rejoint la vôtre, Monsieur le Président, celle des écologistes qui est claire. Il nous faut des moyens supplémentaires, notamment pour le financement de la transition écologique, 13,9 milliards d'euros supplémentaires dès le projet de loi de finances 2024 pour les transports, la rénovation thermique des bâtiments, les énergies renouvelables, l'agriculture. J'ai donc quelques questions à vous poser. Votre avis sur les dépenses et la dette publique prend-il suffisamment en compte les avantages économiques, je dis bien économiques, puisque les écologiques sont évidents, les avantages économiques potentiels de la transition écologique sur nos finances publiques, notamment en termes de création d'emplois, de croissance et de résilience économique. Deuxième question, comment garantir la crédibilité et l'attractivité de la France tout en retardant les investissements essentiels pour l'avenir? N'est-ce pas un risque que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre face à l'urgence climatique? Quelle appréciation juridique et comptable faites-vous de l'augmentation sous-entendue du budget vert de 33 à 40 milliards, soutenue par la majorité et le Président de la République? Lors de la première lecture, quatrième question, lors de la première lecture de la loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil avait soulevé dans son avis une insuffisance d'augmentation de la lutte contre la fraude en ces mots. L'effort de maîtrise de la dépense et la hausse prévue de certaines recettes inscrits dans la loi de programmation ne sont que partiellement documentés. La situation avec la loi de finances 2024 vous semble-t-elle avoir évolué? Et le Haut Conseil peut-il faire un suivi de son avis sur ce point en particulier? Et que pensez-vous enfin des propositions visant à renforcer durablement les effectifs, réellement, et certains moyens juridiques français et européens, douane, DGFiP, URSSAF, pour lutter contre les fraudes? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour la gauche démocrate et républicaine, je ne vois personne. Pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Charles de Courson. Président, merci pour cet avis copieux. Alors j'ai 6 questions très rapides. Vous signalez, page 19, que la réforme des retraites en 2024 coûte aux finances publiques 2,2 milliards de dépenses supplémentaires pour 2 milliards d'économies. Mais est-ce que dans ces chiffres que vous indiquez, vous avez tenu compte de l'incidence sur l'UNEDIC et les finances départementales, essentiellement le RSA? Deuxième question, vous signalez que le déficit structurel dans les prévisions gouvernementales ne baisse en 2024 que de 0,4 points du PIB, alors que l'Union européenne, dans le pacte de stabilité, demandait à tous ceux qui étaient au-dessus de 60% de PIB de dette publique de le porter à 0,5. Donc, est-ce que pour vous, il y a un risque que la France fasse l'objet d'une procédure pour déficit excessif? Pourriez-vous nous éclairer sur l'hypothèse gouvernementale de baisse du taux d'épargne, qui est très élevé? Est-ce que ceci est crédible, à votre avis, à travers les indicateurs qualitatifs? Quatrième question, la baisse de la productivité. Vous avez fait un développement très intéressant de comparer l'évolution de la productivité du travail en France et dans les autres pays européens, qui montre l'anomalie française. Comment vous interprétez cela et est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'emploi, c'est-à-dire un redressement de la productivité? Parce qu'on ne voit pas comment la productivité pourrait continuer à baisser. Et puis 2 dernières questions. Sur l'incidence du prix du baril de pétrole, puisqu'il est actuellement plus élevé que celle des prévisions gouvernementales. Quelle est la sensibilité notamment de la croissance et de l'indice des prix? Et puis, dernière question troublante. Vous signalez que la croissance de la TVA est supérieure à celle de sa base taxable. Donc, comment peut s'expliquer un tel phénomène? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus que 100 milliards de TVA sur le budget de l'État, alors que son produit est de 200 milliards, et que donc c'est la sécurité sociale et les collectivités territoriales qui en prennent une part croissante? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous donne la parole suite à ces différentes interventions des orateurs de groupe.
en fait déjà entré dans la discussion sur le PLF, ce qui est normal, c'est notre rôle, groupe politique. Il y a beaucoup de questions auxquelles, comme responsable public que je fus, ou comme citoyen, je pourrais avoir telle ou telle opinion, mais comme président du Haut Conseil des finances publiques, je me garderai de répondre. Je mentionnerai notamment le fait que nous ne sommes pas là pour évoquer des scénarios alternatifs. Nous saurions faire, mais ce n'est pas dans notre mission, et donc nous ne le faisons pas. Simplement, peut-être quelques remarques générales, d'abord sur l'inflation, pour rappeler simplement que nous avons jugé que la prévision d'inflation du gouvernement était plausible, avec des rythmes de dépassement, notamment liés à l'évolution récente du prix du baril. La prévision d'inflation du gouvernement est basée sur un prix du baril légèrement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a une incertitude très forte. Aussi, ça suppose qu'il y ait une régulation sur les prix alimentaires. C'est en cours. Jusqu'où il y aura cela, ça reste à préciser. Sur le taux d'épargne, ça, c'est une donnée qui, en effet, est vue comme en baisse par le gouvernement. Il faudra poser la question au ministre. Nous avons estimé que nous ne savions pas l'expliquer. Et donc, dès lors, ça nous paraissait plutôt quelque chose de favorable. Sur la productivité, il y a quelques explications possibles. L'effet de l'apprentissage, la rétention de main-d'œuvre dans l'énergie, une hausse de la productivité serait peut-être à court terme défavorable à l'emploi, mais favorable à la croissance à long terme et donc aux finances publiques, ce qui serait une bonne chose. Sur les 16 milliards, monsieur le député, comme politique d'austérité, non, dans la mesure où ces 16 milliards, en réalité, sont pour l'essentiel non structurels et reposent sur le retrait de dispositifs qui eux-mêmes sont liés à l'évolution des prix de l'énergie. Donc ce n'est pas quelque chose qui a un impact sur la croissance. Sur les retraites, je vous invite à demander directement au gouvernement le calcul de ce coût de 2,2 milliards d'euros. À ma connaissance, il n'inclut pas les effets de la réforme sur les retraites, sur le RSA en particulier. Voilà pour quelques remarques générales, en ajoutant que la lutte contre la fraude, qui a été mentionnée, ne figure plus dans les mesures évoquées par le gouvernement en 2024 comme pour la suite. Et donc, ce n'est pas un facteur d'ajustement des finances publiques dans les documents du gouvernement tels qu'ils sont, mais là aussi, ça mérite peut-être de poser la question. Un ordre de grandeur quand même, je ne vais pas parler sur l'alternative, mais il y a des calculs de coin de table qu'on peut faire. Si nous étions sur 0,8 points de croissance, ça représenterait 0,3 points de déficit supplémentaire. Et donc, quand nous disons que la prévision est élevée, ce n'est pas sans impact, bien sûr, sur le déficit. Ça veut dire que si on est sur 0,9 ou 0,8, il faut trouver 0,3 points de PIB supplémentaires. Et donc, ça renvoie soit à des hausses de prélèvements, soit à des baisses supplémentaires de dépenses, soit une augmentation du déficit à 4,7, qui, pour le coup, serait vraiment très élevé au regard de nos engagements européens et poserait des problèmes pour la trajectoire future. Donc, voilà. Une fois dit cela, un de vous a dit que le gouvernement jouait avec 421. C'est pas notre sentiment. Nous avons le sentiment qu'il y a un pari derrière tout ça, d'un certain nombre de comportements économiques vertueux qui aboutissent à une prévision élevée, que l'observation et les prévisions aujourd'hui ne laissent pas en effet présager comme probable, mais qui ne sont pas impossibles. Et on vous objectera, bien sûr, les résultats de l'an dernier, qui, à notre sens, ne sont pas totalement expliqués, et ne sont pas forcément reproductibles, mais c'est à vous ensuite d'avoir ce débat avec le gouvernement sur ce pari. Sur la compatibilité du PLF 2024 avec les règles européennes, la Commission européenne a annoncé que la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité serait désactivée à la fin de 2023. Elle a été activée en 2020. Elle a conduit à une suspension de facto des règles applicables. La Commission a indiqué qu'elle ouvrirait des procédures pour déficit excessif dès le printemps 2024 sur la base des résultats de 2023. Et comme vous le savez, en 2023 et 2024, le solde public demeure sensiblement supérieur à la limite des 3 points de PIB. L'amélioration du solde structurel, quant à elle, demeure inférieure, et elle également sensiblement aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Et de surcroît, les dépenses continuent à progresser sensiblement en 2024, davantage que recommandé par l'Union européenne. Conclusion, je préfère nettement que les règles soient réformées et qu'on ait une appréciation plus en tendance et nationale
des profils de dette publique. Je dis toutefois que ça signifie aussi que notre position relative au sein de la zone euro ne s'améliore pas, euphémisme, et que, à notre sens, un effort plus grand serait nécessaire. Pour ce qui est de l'impact de la crise immobilière, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, l'avis aussi, par ses conséquences sur l'investissement des ménages, en baisse en 2023 et 2024, baisse sous-estimée à notre sens en 2024 par le gouvernement, et par les recettes de DMTO en chute de près de 20% en 2023, stable dans la prévision du gouvernement en 2024, ce qui paraît optimiste, souhaitable, mais optimiste. Donc oui, là, l'ampleur de la crise immobilière, assurément, peut jouer un rôle sur la suite. Quant à l'investissement écologique, les 7 milliards de dépenses supplémentaires dans le budget 2024 sont prévus. L'impact sur la croissance, il est incertain, si on suit le rapport Pisani-Ferry-Mafous, qui ne dit pas que c'est forcément positif pour la croissance. Il est pris en compte dans la trajectoire du gouvernement, mais attention aux effets indirects de la dépense publique sur la dette et sur la charge d'intérêt. Tout cela doit être apprécié. Et je redis que le rapport Pisani-Ferry-Mafous considère que l'impact de la transition écologique pourrait être plutôt défavorable à court terme à la croissance, donc c'est un investissement qui aussi coûte. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions qui m'ont été posées, questions nouvelles. Le reste, encore une fois, soit j'ai déjà donné la réponse, soit j'estime qu'il n'est pas de mon rôle de m'engager dans un débat politique qui est clairement, en revanche, dans votre mission. Ni de commenter les opinions des uns et des autres, puisqu'il n'y a pas toujours eu des questions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, nous comprenons tout à fait votre rôle. Nous allons passer aux autres orateurs. Et en premier lieu, je voudrais, moi, réagir sur le niveau des prélèvements obligatoires dont vous avez parlé, avec une croissance spontanée de 3%. Je suis assez dubitative sur cette croissance. J'en veux pour preuve le tableau de bord du gouvernement de juillet 2023. Je n'ai pas regardé ce matin si le tableau de bord de août était publié, mais le tableau de bord de juillet 2023 présente des recettes en matière d'impôt sur le revenu qui ont diminué de 5% par rapport au niveau de juillet 2022, des recettes d'impôt sur les sociétés qui ont diminué de 14,8% par rapport à juillet 2022, des recettes TICPE qui ont diminué de 7,7% et donc des recettes fiscales qui, globalement, à périmètre courant, ont diminué de 7,7%. Voilà, donc effectivement, est-ce que cette croissance spontanée de 3% aujourd'hui paraît cohérente au regard de ce qui se passe? Je vais ensuite donner la parole à Patrick Hetzel. Voilà, Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Alors, oui, un micro, voilà. Oui, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour cette analyse très, très précise. Vous avez, il y a quelques instants, mentionné le fait que la Commission, et vous connaissez bien cette institution, avait annoncé que la clause en fait dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance serait désactivée à la fin de l'année 2023. L'une des hypothèses à ce moment-là, c'est de considérer que, à partir du moment où cette clause est désactivée, cela pourrait avoir des conséquences sur le spread. Et donc, la question est assez simple. Est-ce que, du côté du Haut Conseil des finances publiques, vous avez un petit peu regardé cette situation-là, puisque, en réalité, vu les finances publiques françaises, on pourrait quand même se retrouver avec un spread qui augmente, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui seraient plus importants pour la France que pour d'autres pays de l'Union européenne, ce qui en réalité pourrait enclencher une spirale problématique pour le pays. Donc voilà, ma question porte là-dessus. Quelle incidence potentielle sur le spread? Est-ce que le Haut Conseil des finances publiques s'est intéressé à cette question pour 2024, évidemment? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mathieu Lefèvre.
Merci Madame la Présidente. Je reviens sur ce qu'a dit Monsieur de Courson sur la réforme des retraites. L'avis évoque l'impact négatif pour les finances publiques à raison de la revalorisation des petites pensions. Je voulais savoir si le Haut Conseil avait pu décliner les impacts en matière de consommation, notamment qu'emportait la revalorisation des petites pensions, pas seulement sur les années 2023 et 2024, mais sur les années ultérieures. Et deuxièmement, vous évoquez le dynamisme de la dépense des administrations de sécurité sociale, qui est pour partie lié au mécanisme d'indexation, indexation des retraites, indexation des prestations. J'aimerais savoir quelle est la part dans l'augmentation totale de la dépense publique de ce mécanisme d'indexation qui représente, je crois, en montant global de l'ordre de 25 milliards d'euros, donc de l'ordre d'un point de PIB. Merci. Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, en ce début de marathon budgétaire, je reprendrai à mon compte une devise du Haut Conseil. Comment obtenir de meilleurs résultats sans forcément dépenser plus, mais en dépensant mieux? Donc, ma question, c'est est-ce que, oui ou non, à vos yeux, ce PLF 2024 atteint cet objectif, sachant qu'en 2024, l'État se prépare à emprunter un montant record sur les marchés et que Bercy parie tout à la fois sur une hypothèse de croissance et sur une forte décrue de l'inflation que beaucoup jugent optimiste, et même analyse que mon collègue Hetzel sur l'évolution des taux d'intérêt. Merci. Jean-Philippe Tanguy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, première chose, je suis désolé, on est plusieurs à ne pas avoir compris votre réponse sur le mécanisme de correction européen. Et deuxième question plus générale pour les prochaines lois de finances, est-ce que vous avez un avis sur le fait qu'il y a aujourd'hui le prix du baril de pétrole, qui est dans les hypothèses macroéconomiques d'anticipation du projet de loi de finances? Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter en fait le prix de l'électricité et peut-être même le prix du gaz, puisque c'était auparavant deux indicateurs qui étaient historiquement stables pour la France, qui malheureusement ne le sont plus, et on l'a vu ces 2 dernières années, qui ont des incidences sur la bonne tenue du PLF et les recettes et les dépenses qui sont plus que conséquentes. Je vous remercie. Merci. Je n'ai plus d'autres orateurs inscrits. Je voudrais juste vérifier. Donc, c'est bien le cas, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Je vais commencer par l'Europe, sur laquelle des questions ont été posées. D'abord, avec une remarque qui est que le spread est très stable depuis un an, alors que les marchés savent que la clause dérogatoire générale sera levée en 2024. Donc, il y a quand même une anticipation en la matière. Par ailleurs, j'ai dit qu'on ne faisait pas l'hypothèse. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur les agences de notation. Ça ne vient pas d'intégrer ça dans nos perspectives. En revanche, ce qui est vrai sur le mécanisme de correction européen, comme vous dites, c'est que la clause dérogatoire qui a été activée en 2020, qui a dès lors suspendu les règles de facto, devrait être levée le 1er janvier 2024, et qu'à ce moment-là, la Commission européenne, non seulement je la connais, la Commission, mais je connais ce portefeuille qui fut le mien, va examiner l'éventualité de procédures pour déficit excessif pour un certain nombre de pays. Et à cet égard, le fait que tout ce que j'ai souligné, c'est-à-dire une prévision un peu élevée, des dépenses qui ne baissent pas, des résultats en termes de déficit qui peuvent être optimistes et qui sont élevés, ça peut être considéré. Donc la discussion avec la Commission européenne, la Commission européenne n'était pas à mon époque, elle ne l'est pas davantage aujourd'hui, stupide ou bornée, donc elle est flexible. On ne peut pas penser que c'est boum, c'est pas un coup près, ça ne l'a pas été. Pendant 5 ans, je me suis efforcé, et j'ai réussi de ne sanctionner personne. En revanche, les tendances sont une discussion. Et donc, évidemment, la crédibilité de la trajectoire, et la LPFP en particulier, c'est des éléments de discussion avec la Commission européenne. J'ai dit par ailleurs que les règles telles qu'elles étaient ne me paraissent pas satisfaisantes et que je préférerais qu'elles soient réformées pour être plus intelligentes. Ça, c'est à l'Eurogroupe, à l'Ecofin, voire au Conseil européen de le décider dans les semaines qui viennent. J'espère que ma réponse est plus claire désormais. Je crois qu'elle... Enfin, c'est difficile qu'elle ne soit beaucoup plus quand on connaît ces sujets. Sur les prélèvements obligatoires, Madame la députée, en effet, nous estimons que les prévisions de PO sont plausibles pour 2023 et qu'elles sont plutôt favorables pour 2024, notamment du fait d'une hypothèse de croissance d'activité optimiste et aussi d'hypothèses favorables sur le rendement de certains impôts. Vous en avez mentionné certains, nous mentionnons la TVA, les DMTO, les cotisations sociales. Donc oui, nous mentionnons cela comme un des facteurs favorables en termes de recettes qui font que nous estimons que la prévision de déficit est peut-être un peu optimiste. Et la prévision du gouvernement prend en compte les résultats des recettes fiscales
bien sûr. Je crois que les questions de M. Lefebvre sont adressées plus directement au gouvernement qu'à nous, qui pourra détailler ses propres hypothèses, davantage que nous n'avons le moyen de le faire. La question de M. Brun, je n'arrive plus à me relire. C'est une question que j'ai oubliée. Monsieur Brun, est-ce que vous pouvez juste rappeler la question, parce que le président voudrait vous répondre. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Je reprenais à mon compte votre devise. Comment obtenir de meilleurs résultats sans forcément dépenser plus, mais en dépensant mieux. Est-ce que l'objectif est atteint avec ce PLF, Monsieur le Président? Oui, non. Écoutez, ça, c'est une appréciation politique que vous aurez à poser au gouvernement. Ce que nous pensons, en tout cas, et ce sera mon message final, c'est qu'on peut dépenser beaucoup mieux. Et nous considérons qu'il y a des progrès, qu'il y a eu un changement de méthode et un changement de volonté. C'est sûr que le budget que vous examinez n'a pas le même cap. On finit enfin le quoi qu'il en coûte, ça fait longtemps que nous l'appelons de nos voeux, et il y a une volonté d'équilibrer les choses avec des dépenses qui sont comme une dépense de 16 milliards. Nous constatons que ces dépenses sont plus liées au retrait de certains dispositifs qu'à des dépenses structurelles. Nous pensons que pour l'avenir, ce sera plus dur. Je ne sais plus lequel d'entre vous a dit le pire est derrière nous. Bon, en termes budgétaires, en tout cas, le plus difficile est devant nous. Et devant vous en particulier, parce que 16 milliards, dont 3,5 structurels, ok, mais l'année prochaine, c'est 12 milliards pérennes qu'il faudra trouver. Et là, l'exercice devrait être un peu différent. Soyons-en tous conscients. Et ce que je dis, c'est que là, effectivement, la devise du Haut Conseil et de la Cour des comptes, c'est-à-dire dépenser mieux, une meilleure qualité de dépenses publiques. Les revues de dépenses publiques, je les ai saluées. Je pense qu'elles se tiennent encore, pour le moment, un peu en vase clos, entre certaines inspections et certaines administrations. Et je pense qu'elles ne prennent pas en compte la totalité de la dépense, et il faudra aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire prendre en compte investissement et fonctionnement, toutes les dépenses, État, colloque, sécurité sociale, avoir un débat sur le sujet qui soit beaucoup plus ouvert et démocratique, qui inclut le Parlement, et peut-être des institutions comme la Cour des comptes qui y est bien sûr disposée, et enfin que ce soit fait dans la durée, et pas réservé à une saison particulière, la saison budgétaire, parce que quand il s'agit de retrouver 12 milliards d'euros pérennes par an, il faut quand même changer de braquet et changer de méthode. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc voilà, on a fait les efforts cette année, il y a un changement de cap, il y a un début d'orientation de méthode que je salue. Il faut aller, à notre sens, et au mien en particulier, beaucoup plus loin. Sur ce, je vous souhaite une discussion budgétaire qui sera passionnante, à n'en pas douter, et que j'espère fructueuse, en rappelant mon message qui est que nous avons besoin d'une loi de programmation de finances publiques. J'espère qu'on m'a entendu sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour nous avoir éclairés. Ce sont toujours des avis et des éclairages très intéressants. Merci à vous.